de nous retrouver sur ce plateau du mérite panafricaine. Nos invités sont déjà là autour de moi pour discuter avec vous de ces deux thématiques. Je vais commencer la présentation par vous, docteur Dominique Yamtimba. Vous êtes analyste politique. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Bonsoir à vous et bienvenue. Bonsoir à vous ASM et merci pour cette autre invitation sur un de vos plateaux. Merci donc docteur Dominique Yamtimba. Alors de l'autre côté, Jonathan Batengene, un autre habitué de cette émission. Bienvenue à vous monsieur, vous êtes sociopolitiste. Bonsoir monsieur Mouchili, bonsoir à tous les téléspectateurs et à tous les techniciens qui participent à cette magnifique émission. Et surtout, nous avons ce coup de gueule que nous adressons à l'égard du dictateur despote sanguinaire d'Abidjan, M. Alassane Dramane Ouattara. Nous demandons la libération inconditionnelle et sans délai de notre sœur Edith Pluchéry-Ballet, cette dame qui est embastillée injustement dans les geôles de la Maka parce qu'on l'accuse de complicité avec une puissance étrangère. C'est injuste, c'est une forfaiture de plus de ce régime sanguinaire qui s'illustre dans la torture, mais surtout dans la violation des droits d'une combattante de la liberté. Cette dame a eu pour seul malheur et pour seul préjudice d'avoir été très maternelle en essayant de jouer la médiatrice pour la libération de ces 46 mercenaires qui sont actuellement en détention au Mali. Nous demandons sa libération inconditionnelle et sans délai. Edith Pluchéry-Ballet, toute l'Afrique est avec toi. Tous les panafricanistes sont avec toi. Courage, courage. Bientôt tu seras libre comme ton pays, la Côte d'Ivoire. Merci donc à vous, Jonathan Batengene. Juste à côté de moi, le professeur Jean-Paul Bellec, un autre habitué de ce plateau. Professeur, vous êtes astrophysicien. C'est toujours un grand plaisir, avec un énorme plaisir que nous vous recevons sur nos plateaux. Bonsoir à vous et bienvenue. Bonsoir Boubacar, merci encore de m'avoir invité. Bonsoir à mes deux panélistes sur le plateau, à savoir Yamin Timba et Jonathan Batengene. Bonsoir par anticipation à ceux que tu vas présenter, je crois, sur Zoom tout à l'heure. Et bonsoir l'équipe technique. Alors si tu me permets, j'ai aussi deux choses à dire. D'abord, je me solidarise avec ce que Jonathan a dit par rapport à Pluchéry-Ballet. Et je rappellerai également que Ouattara doit son troisième mandat parce qu'il a fait couler du sang, il a marché sur les cadavres des innocents. Et en particulier, je me souviens toujours de la tête de Toussaint qu'on a franchi et Ouattara ont tapé sur sa tête comme dans un ballon de football, quoi. C'est que ces gens de barbarie là, franchement, en Afrique, c'est difficile d'admettre que c'est fait par des Africains. Mais aujourd'hui, c'est comme ça. Il y a le terrorisme. Le terrorisme est une arme occidentale et que des Africains écervelés se plaisent par inconscience ou par faiblesse d'esprit, donc par imbécilité, au sens latin du terme, d'adhérer et de servir de faire de lance, quoi. Alors, finalement, c'est pas nous qui en profitons, c'est l'étranger qui supervise tout ça et on profite derrière. Et donc nous, on est des pauvres nègres, des cons, et ce genre d'imbéciles qui se prêtent à ce genre d'exactions renforcent cette idée que le nègre est un pauvre con, un pauvre type, c'est même peut-être pas un humain. Alors que les vrais inhumains sont ceux qui sont mandataires de ce terrorisme, à savoir les dirigeants occidentaux. Maintenant, j'ai deux choses à dire, si vous me permettez. Allez-y, professeur. La première, c'est que, vu le thème d'aujourd'hui, on va l'annoncer, on va l'introduire aussi, par le fait que Macron a de l'argent, bien sûr volé sur notre dos, puisque ils ont soldé les comptes du franc CFA, sans pour autant qu'un audit sérieux soit fait avec notre aval. Nous les Africains, enfin entre guillemets, francophono, on n'est pas vraiment francophone, francophono, j'ai dit phono, j'ai fait exprès pour dire son, le son. Moi je ne suis pas francophone, c'est juste que nous parlons français, le son sort en français. Voilà. Et voilà, et avec cet argent-là, bien sûr, il a juste sa balance des paiements, mais surtout, il peut payer le terrorisme et payer des médias qui lui sont soumis, et donc faire circuler des fake news. En voilà une. Le Mali aurait voté contre la condamnation du nazisme, projet soumis par la Russie à l'ONU. Ce qui est faux, c'est une fake news. Ça, c'est les journaux français qui font circuler cette information. De sources sûres, je sais que c'est une fake news.
Si vous lisez Le Monde, ils vont mettre un panneau là et mettre le Mali. Mais alors, une réflexion faite par, parce que j'ai échangé aussi au départ avec Issa Diawara, j'espère qu'il sera là tout à l'heure, tu vas le présenter aussi sur Zoom, et Issa Diawara fait remarquer que si ça avait été une vraie news, eh ben les Occidentaux qui sont ennemis du gouvernement de transition malienne n'auraient pas manqué d'en faire des gros titres. Alors non seulement il n'y a pas de gros titres, mais même dans ces articles, on ne développe pas, on met seulement un panneau, on voit que le Mali a voté contre. La deuxième chose, c'est que j'ai suivi ici une émission, c'était mardi, Appel sur le continent, et notre sœur Linda Barbaoui a dit des bêtises. C'est une dame dont je dois parler avec beaucoup de respect, beaucoup de retenue, mais c'est quand même des bêtises. Il faut qu'elle comprenne une chose, Kadhafi n'est pas un nuisible. Si Kadhafi était nuisible... Disons qu'elle a exprimé un avis, quoi. Oui, mais ça fait rien, c'est l'expression. Elle a donné... Bon, ok, j'enlève le mot bêtise. Voilà. J'enlève le mot bêtise. Elle a dit quelque chose qui ne va pas. Ouais. C'est mieux? Je pense bon, que c'est très bien. Elle a dit quelque chose qui ne va pas. Alors, parce que quand même le mot est fort. Moi, quand je dis bêtise, c'est fait par rapport à nuisible. Kadhafi était nuisible. Mais il faut dire par rapport à quels intérêts, hein. Oui, nuisible par rapport aux intérêts occidentaux, mais pas certainement pas par rapport aux intérêts africains. Peut-être par rapport à ceux de l'Arabie Saoudite et du Qatar. Et dire que Kadhafi était l'homme des Français, des Anglais et des Américains, hein, et qui travaille main dans la main avec le Qatar, mais c'est le Qatar qui a bombardé. Nous souvenons aussi de cette réunion de la Ligue arabe où le roi du Qatar promet la tête de Kadhafi. Alors, et ils ont bien participé au bombardement de... Donc toutes ces choses-là, et dire que Nasser, pareil pour Nasser, c'était pas un panafricain. Nasser était panarabe, était aussi panafricain. On ne peut pas dire quand même. Nous aussi au Cameroun, on le sait. Moumia a été là, Madame Moumia était là-bas, les Hossein Fanan étaient là-bas. Beaucoup de gens de l'Union des populations du Cameroun étaient là-bas. Pareil pour la Libye. Qu'est-ce que c'est ça? Bon, bien sûr aussi l'Algérie. Nous avons l'ANC était là-bas. Alors, Mohamed V même, elle n'a pas dit la dernière fois, mais il y a d'autres fois, elle n'a pas dit Mohamed V. Mohamed, c'était un panafricaniste. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès que quelqu'un est d'Afrique du Nord, il ne peut pas être panafricain, il ne peut pas être pour les Africains. Et s'il est pour les Africains, alors il est nuisible. Alors là, il faut être clair là-dessus. Il faut être clair. Ici, c'est la maison du panafricanisme et nous défendons la cause du panafricanisme. Kadhafi est un panafricain. Il a prouvé par son sang qu'on a versé. Il a été assassiné lâchement. Et beaucoup d'Africains tenaient à Kadhafi. Moi, je l'ai vu 2 fois dans ma vie. Et beaucoup d'Africains tenaient à Kadhafi. Kadhafi n'est pas loué par hasard. Ok? Et Issa Diawara l'avait rappelé dans ce jour-là par rapport aux actes posés par Kadhafi. Donc, je dis, il faut faire attention. On ne dit pas. Dire ça, elle se disqualifie. Elle se disqualifie parce que nous, on fait la lecture. Là, c'est gentiment que je lui le dis, quoi. Il ne faut plus redire ces choses pareilles. Parce que dire ça, c'est se disqualifier. Bon, si elle veut continuer à se disqualifier, qu'elle continue. Mais attention, hein. Celui qui dit ça, il faut qu'il se mesure par rapport au grand qui est en train de descendre. Kadhafi est un grand, et puis là, sa grandeur est déjà marquée. Elle ne changera plus. Mais les autres, là, ils ont même pas fait leur preuve. Et tu commences à... Non, c'est pas sérieux. Et tu dis ça là, on va pas te répondre parce que tu es une femme, parce que non. Ok, c'est une maladresse, il faut la corriger alors. La deuxième, j'ai dit les deux choses. Allez-y. C'est bon, vous avez fini. Oui, d'accord, ok, bon, merci. Je pense que vous êtes exprimé. On reviendra certainement sur... on posera ces problèmes de panafricanisme et qu'il n'est pas. Je pense que chacun sait. De toute façon, ceux qui nous regardent savent, ne sont pas aussi bêtes, hein, comme on peut bien le penser. Merci donc à vous, professeur Jean-Paul Bellec. Je rappelle que vous êtes astrophysicien. Alors, toujours comme expert de cette émission, mesdames et messieurs, nous allons aller en multiplex au Burkina Faso, retrouver Nestor Podassé. Nestor, bonsoir. Vous êtes leader panafricaniste. C'est avec un énorme plaisir que nous vous recevons sur ce plateau. Bonsoir à vous et bienvenue, très cher monsieur. Bonsoir, mon frère. Bonsoir à mes co-panélistes. Salut, Sawara, Jonathan Petengene, professeur Melek et professeur Yamzimba. Je salue tout le monde et je salue tous les téléspectateurs d'Afrique Média. Ceux qui sont sur la page Facebook, ceux qui sont à la télé, ceux qui sont sur la page YouTube, je vous salue tous. Un coucou à vous tous et salut le PDG, les techniciens et tous les journalistes. Merci beaucoup. Je rappelle que ceux qui nous reçoivent sur la page Facebook ainsi que sur les autres plateformes de la télévision panafricaine Afrique Média sont extrêmement nombreux. Merci à vous, très chers messieurs et dames, pour vos différents commentaires.
Et de l'autre côté, depuis le Mali, c'est avec un énorme plaisir que nous vous souhaitons la bienvenue sur ce plateau. À vous, vous êtes leader panafricaniste Issa Diawara. Bonsoir, bienvenue à vous, très cher monsieur. Oui, bonsoir à vous, mon cher Bokar Sidiki Mouchili. Bonsoir à tous les plateaux. Je vois des éminents là-bas. Il y a Jonathan Batingene, il y a Dr Yang Tiba, il y a effectivement le professeur Bellet. Je confirme ces propos. Effectivement, le fait de faire croire, ils ont falsifié les voix du Mali sur les médias. C'est la réponse à la guerre de communication que Macron a déclarée. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Il s'agit de transformer, de falsifier même les documents officiels, faire croire que le Mali avait voté contre une résolution proposée par la Russie sur le nazisme. Donc, c'est du faux, c'est vraiment du faux. Je confirme le propos du professeur Belek. C'est un mensonge. Et ensuite, Jonathan, je te rassure, à ce qui concerne la Côte d'Ivoire, les choses peuvent aller très vite. Il y a des paniques de l'autre côté, c'est pas d'ici. Nous avons des informations, nous suivons de près ce qui se passe là-bas. Gaspard Dieudonné a du mal même à voyager, même ce matin il a reporté un voyage. Donc non seulement il ne se tient pas bon sur le plan, en tout cas santé, sanitaire, mais ensuite il est réellement en difficulté. Et je pense le combat mené par Afrique Média, par beaucoup de panafricanistes, ce combat est en train de porter fruit. Et je pense maintenant, après chaque trimestre, nous sommes en train de marquer des points. Et nous tenons bien nos positions et je pense que les panafricains sont en train d'avancer et de façon, en tout cas, nos rangs se resserrent. Et moi, je suis vraiment optimiste. Et Nestor reçoit mes salutations du côté du Burkina, parce que vous savez déjà que le Mali et le Burkina vont mettre en place un QG commun d'opération contre les terroristes. C'est une première fois en Afrique, voir des États africains se donner la main de cette façon et qui rejettent totalement, en tout cas, la domination occidentale, qui refuse de se faire parler par l'Occident. Je crois que c'est une première fois. Les choses ont commencé, les choses vont avancer, mais c'est une guerre, donc c'est pas facile de marquer des points. Mais je pense que nous avançons. La peur, c'est pas de notre côté, c'est pas dans notre camp, mais la peur, c'est de l'autre côté. Pour simple preuve, aujourd'hui, on a vu un grand déploiement des militaires français dans certaines localités de la Côte d'Ivoire, principalement dans la ville de San Pedro. Donc, ça montre qu'il y a de la panique de l'autre côté et les choses peuvent aller vite. Merci. Monsieur Diawara, puisque vous êtes, votre micro est ouvert, je voudrais bien commencer cette émission avec vous. Alors, le 9 novembre dernier à Toulon, le président français Emmanuel Macron a officialisé la fin de l'opération Barkhane. Au moment où on savait que les soldats français sur le terrain, maliens par exemple, avaient déjà plié bagage. Je voudrais bien savoir, Issa Diawara, vous qui intervenez depuis le Mali, comment est-ce que cette officialisation de la fin de la mission Barkhane dans le Sahel a été accueillie à travers le Mali? D'abord, cela n'a même pas fait de bruit ici, parce que le peuple malien avait de toutes les façons officialisé cela depuis longtemps. Donc, ça a été déjà officialisé par le peuple malien depuis longtemps. Ce n'est pas Macron qui officialise la fin de Barkhane. Vraiment, il faut rectifier cela. Macron, il est dans son discours, il est droit dans ses bottes. C'est un comportement de ce qu'on appelle le Sahel. Barkhane a été expulsé du Mali et surtout du Sahel. Donc, Barkhane, ce n'est pas la France qui met fin à l'opération Barkhane, mais c'est bien sûr le peuple malien et les peuples d'Afrique qui ont mis fin à Barkhane. Et Afrique Média y a beaucoup contribué. Macron veut voler notre victoire, mais il ne peut pas. Il veut voler la victoire au peuple d'Afrique, mais il ne peut pas. Barkhane a été expulsé. Premier point. Deuxième point de mon intervention, il faudra comprendre que la fin de Barkhane n'est pas la fin de la présence militaire française. C'est très clair, il y a un site du Mali qui l'a dit, Maloueb notamment, ce n'est pas la fin de la présence militaire française. Barkhane, il y a toujours des militaires français en nombre considérable au niveau du Niger, au Burkina, ils ont quelques hommes, des centaines d'hommes là-bas,
ils ont une base au Sénégal, ils en ont en Côte d'Ivoire, ils en ont au Tchad. Donc la fin de l'opération Barkhane n'est pas la fin de la présence militaire française. C'est comme M. Aboubacar Siddiq, vous appelez Aboubacar Siddiq, demain on dit vous appelez Jean-Paul. Mais vous êtes toujours la même personne, rien n'a changé dans le fond. Ensuite, troisième point de mon intervention, nous, ce que nous demandons, nous, peuple d'Afrique, c'est la fin de la présence des Barkhane. Parce que regardez, il y a des localités au Burkina aujourd'hui assiégées par des touristes, où les gens peinent à manger. Il y a des forces françaises, mais qui n'interviennent pas. À quoi servent ces forces françaises? Du côté du Tchad, quand vous avez Boko Haram, vous n'aurez jamais la France qui va intervenir comme Boko Haram. Mais que fait l'armée française en Afrique centrale? Si ce n'est pour intimider le régime en place. Quatrième point de mon intervention. Vous savez, Macron dit dans son discours qu'ils vont réarticuler leur déploiement, c'est-à-dire quoi? Ils vont revoir leur stratégie, leur partenariat. Mais Macron n'a pas de partenaire en Afrique. Aucun pays africain n'est partenaire en France. Macron est un colonisateur, c'est un colon, c'est un impérialiste. Et tout ce qu'il faut, il nous impose. Il ne garde pas ses bases pour nous demander de renégocier. C'est pas comme ça. Tu reprends d'abord tes militaires, ensuite on discute. Est-ce que les Africains sollicitent la présence des bases militaires françaises? La réponse, évidemment, c'est non. Les militaires français sont là à la demande de qui finalement? Mais c'est seulement la demande des Français pour protéger les intérêts français. Et je vais sortir par ce dernier point. Vous savez, l'armée française est le bras armé de l'impérialisme occidental, de l'hégémonie américaine. Ils sont tous ensemble. C'est pourquoi quand la France est en difficulté, vous allez les voir produire un communiqué ensemble. Quand la France condamne, l'Union européenne condamne. Tout simplement parce que se partagent les gains. La France n'est plus une puissance industrielle et aujourd'hui, c'est l'Allemagne qui est la puissance industrielle de l'Europe. De l'autre côté, vous avez la Grande-Bretagne qui a quitté l'Union européenne, mais ils se retrouvent dans leur cercle vicieux de Satan, avec les Américains de l'autre côté. Donc, ces gens-là sont ensemble dans leur pillage contre l'Afrique, dans tous les massacres que la France va infliger à l'Afrique, d'où la présence des bases militaires françaises. Et ces bases militaires françaises vont servir à la France d'imposer les apatrides, les mauvais citoyens à la tête des États africains, garantir leur pouvoir pour leur permettre, bien sûr, d'appauvrir l'Afrique, de voler l'Afrique et favoriser la déportation des États africains et faire des enfants africains d'immigrer dans les pays des voleurs. Voici un peu ce qui se passe. Donc, le départ de Barkhane n'a fait ni chaud, ni froid au Mali ici. Nous, on n'en parle pas parce que le peuple malien avait déjà mis fait à Barkhane. Barkhane, on a oublié ça il y a longtemps. Nous faisons face à d'autres défis majeurs, en tout cas de notre pays, pour l'avenir de notre pays. Pour nous, Barkhane, c'est dans la poubelle et nous savons que les militaires français sont toujours autour du Mali. Il y a toujours une présence militaire française tout autour du Mali. Donc, nous restons concentrés sur nos objectifs et nous restons aussi sur le qui-vive. Nous nous préparons à toutes les éventualités. Je vous remercie. Issa Diawara, nous voulons bien rester juste pas très loin de vous avec Nestor Podassé qui intervient depuis le Burkina Faso. Alors Nestor, le Burkina est un autre pays concerné par cette guerre contre les djihadistes. Au moment où la France, le président français a officialisé la fin de l'opération Barkhane, comment est-ce que cette nouvelle a été accueillie au Burkina? Emmanuel Macron n'a pas, d'abord, c'est pour dire qu'Emmanuel Macron n'a pas annoncé la fin de l'opération Barkhane, elle a été chassée tout simplement. Je vous annonce que le président du Faso, le président capitaine Ibrahim Traoré, a pris un décret depuis le 27 octobre, avant même qu'il se rend au Mali, pour interdire aux avions français de survoler notre espace aérien. Actuellement, le Burkina a des avions, dont je peux vous dire le nombre, qui ont été ravitaillés depuis le 13 octobre par la Russie. Donc, actuellement, on a un vecteur aérien qui répond. Donc, avec la collaboration avec le Mali, donc, et puis avec la note qui est sortie de la part du président le 27 pour dire à Emmanuel Macron de ne plus survoler notre territoire. Donc, Emmanuel Macron se sent humilié. Parce que si au Burkina, il ne peut plus opérer, à quoi ça sert de rester?
Donc, bientôt, les bases à Cambouensin, ils vont quitter. Donc, Emmanuel Macron vient comme s'il vient annoncer la fin de l'opération Barkhane. C'est faux. Il a été chassé au Mali. Ils sont sur le point d'être chassés au Burkina Faso parce qu'il y a une note qui est sortie pour mettre d'abord RFI et France 24 en garde. Les médias mensonges là. Il y a une note qui est sortie pour les mettre en garde. Deuxièmement, on fait sortir une note de la part de la présidente du Burkina Faso pour dire aux militaires français, aux hélicoptères français de ne plus survoler le ciel burkinabé. Donc, leur utilité n'est plus là. Actuellement, là, il paraît que les forces spéciales à Cambouensin sont très frustrées. Ils sont au nombre de 400. Voilà, parce qu'il y avait 300 avec le coup d'État, ils ont envoyé 100 ajoutés. Donc, quand ils sont arrivés, on a dit, bon, vous allez rester au sol. Vous n'allez plus prendre aéronef pour survoler notre espace aérien. Donc, avec cette note, il paraît que ces forces spéciales sont très, très frustrées. Ils sont frustrés actuellement. Donc, c'est tout cela qui fait que Emmanuel Macron, sachant qu'il ne peut plus s'appuyer sur Burkina, qui est un carrefour stratégique, donc il annonce la fin de l'opération Barkhane pour casser un peu la honte. Mais c'est faux. La France a été chassée. Ils n'ont pas décidé de partir. Ils ont été chassés au Mali. Ils sont sur le point d'être chassés au Burkina Faso. Donc, la France va anticiper. Mais moi, je leur conseille d'aller très vite. Parce que si la France ne part pas, si 2 mois, 3 mois le trouve au Burkina et ils décident de ne pas partir là, l'humiliation qui va arriver à la France, au Sahel ici, là, ça sera plus grandiose que dans le passé. Donc, ça sera mieux pour eux-mêmes de prendre le poudre d'escampette dès maintenant. De la même manière que les convois ont été bloqués. Avant, là, ils paradaient dans Gao, par la route. L'année passée, nous, on a dit, niet, ce convoi vivre, les terroristes ne vont plus passer ici. Cette convoi de l'enfer ou de la mort ne va plus passer, traverser notre territoire par la voie terrestre. Donc maintenant, ils passaient par le Bénin. Voilà pourquoi ils ont installé une base au nord du Bénin. Donc ils passent par le nord du Bénin et de là-bas ils rentrent au Niger. Voici comment ils passent maintenant. Ils passent plus par le Burkina, ils passent par le Bénin. De Bénin, ils rentrent au Niger. Vous voyez, non? Voici comment ils opèrent maintenant, par la voie terrestre. Comme ils ont vu que ça aussi, ça doit marcher. Donc par la voie aérienne, ils continuent à passer. Maintenant, le Burkina Faso, il y a eu changement à la tête de l'État. Et maintenant, le nouveau chef d'État dit qu'il ne faut plus survoler notre espace aérien. Qu'est-ce qui reste encore? Et il faut partir. C'est tout. C'est pour dire on ne veut pas de toi. Si elle est là, on dit bon, il ne faut plus voler dans l'espace aérien. Terrestre aussi, voie terrestre au Burkina Faso, c'est interdit. Si la population même les voit là, on va s'occuper d'eux. Donc, la France faut partir. Aujourd'hui, j'ai vu une vidéo, une analyste française dans une vidéo aujourd'hui qui intervenait sur une télé en France, qui disait que non, veut changer, veut mettre fin à l'opération Barkhane pour réorganiser son armée, pour se renforcer sa sécurité au Niger, Bénin, Togo et puis Côte d'Ivoire, qui a perdu le Burkina et le Mali. Je dis ça, c'est une bonne nouvelle. Mais vous partez pour protéger là. C'est l'occasion pour moi d'interpeller les Nigériens, les Béninois, les Togolais et les Ivoiriens de se lever. J'ai mal quand j'entends un Français faire analyse. Et ils ont perdu le Burkina, le Mali, mais ça leur reste le Niger, Bénin, Togo, Côte d'Ivoire à protéger. Levez-vous les frères ivoiriens. C'est maintenant nous devons aller au front. Mes frères togolais, mes frères béninois, mes frères du Niger. C'est maintenant ou à jamais. Je vous ai dit ça ici plusieurs fois sur ce plateau-là pour dire, si vous ne vous levez pas maintenant, l'eau qui coule, l'eau de ruisselle là, c'est encore mieux que l'eau la mer silencieuse. Parce que la mer silencieuse, quand il va démarrer, il va faire plus mal. Donc si vous ne vous levez pas maintenant pour libérer votre pays, je vous assure, quand ils vont décider de vous déstabiliser, pour vous, ce sera plus grave que pour le Sahel. Parce que pour le Sahel, bientôt, notre souffrance va finir. Le Burkina et le Mali travaillent maintenant conjointement. Donc, actuellement, la peur a changé de camp. Bientôt, pour nous, va finir. Donc, levez-vous. On va mettre la France, l'armée française, hors d'état de nuit dès maintenant. Pour qu'on gagne en temps. Donc, actuellement, l'annonce au Burkina Faso, les gens ont dit, on n'a pas besoin de cette annonce d'Emmanuel Macron. Nous, l'annonce qui peut nous réjouir, c'est le départ définitif des militaires français de Ouagadougou. Sinon, le combat continue. Même aujourd'hui, il y avait manifestation aujourd'hui pour dire France dégage. Voilà. Merci beaucoup. Moment à vous, Nestor Podassir. Alors, nous revenons ici sur ce plateau avec vous, docteur Dominique Yamtimba. Alors, vous avez suivi les deux précédents panélistes. Alors, ce que je voudrais dire, la force Barkhane, c'est une force qui n'était pas appelée tout de même à s'éterniser sur le continent africain, notamment dans le Sahel, du moins ce qu'on peut penser. Alors, quel est votre commentaire que suscite enfin,
cette fin de mission de Barkhane vous suscite en vous quel commentaire? Est-ce que vous avez l'impression que le président français, le moment où il a officialisé à Toulon le 9 novembre dernier, en français pratiquement une porte ouverte? Si on présente les choses comme ça, on a le sentiment que la France contrôle quoi que ce soit, ne contrôle plus rien. Rien du tout. D'abord, c'est une contre-vérité d'imaginer que l'opération Barkhane était faite pour rester dans le temps. Voici ce que le président français lui-même dit. Nos interventions doivent être mieux limitées dans le temps. Et ce, dès le début, nous n'avons pas à rester engagés sans limite de temps dans des opérations extérieures. Ça veut dire que l'opération Barkhane était censée être une opération illimitée dans le temps. Justement, c'est pour les raisons que c'est ça qu'il dit. Elle n'allait pas s'éterniser sur le continent. Non, elle a été conçue pour s'éterniser dans le continent. C'est ce qu'il dit lui-même. Hein. Là, c'est son discours. Ce n'est pas moi qui le dis là. Ça, c'est son discours. Et il dit donc, nous devons faire les choses autrement. Ça ne doit plus être conçu pour s'éterniser dans le temps. Mais ça a été conçu donc. Ce qui veut dire que... Peut-être passer l'opération extrêmement 1000 ans, 9 ans. Non, pas du tout. Après, la question, c'est pas, nous, on ne compte pas. Et ils peuvent compter, c'est leur problème. C'était leur opération. C'était pas la nôtre. Ils peuvent compter autant qu'ils veulent. C'est pas ça. Ça ne nous concerne pas. Ça nous concerne dans la mesure où après, nous allons faire le décompte de tout ce qu'on a perdu. Qu'est-ce que le Mali a perdu? Quels sont les fils du Mali qui ont été tués là-dedans? Qu'est-ce que le Mali a perdu comme ressources? À ce moment, on compte les années. Mais après, si ce n'est pas le cas, ça n'intéresse personne. C'est à eux de compter et de voir ce que ça représente. Non, voilà ce qu'il dit. Ça veut dire que cette opération, si je m'appuie sur ce que dit le président français lui-même, ça veut dire que cette opération a été conçue pour être une opération perpétuelle. N'oubliez pas que nous avions même depuis le XVIIe siècle des espèces de chartes que les Européens donnaient à des simples entreprises qui portaient sur 1000 ans. Et vous allez comprendre pour quelle raison est-ce que c'était fait comme ça. D'abord, je voudrais, à la suite de mes compatriotes africains, rappeler quelque chose. C'est important d'insister là-dessus, de le rappeler. Si vous voulez, on le dit même 1 million de fois. Sur quoi? La France n'a jamais mis fin à l'opération Barkhane. L'opération Barkhane, à la fin de cette opération, a été sifflée par le Mali. Il faut que ce soit rappelé 1 milliard de fois et que nos enfants, demain, après-demain, nos descendants, sachent que c'est exactement comme ça qu'ils sont partis du Vietnam. C'est comme ça qu'ils sont partis d'Algérie. Battus par les pays dans lesquels ils se trouvaient. Point. Maintenant, la France peut toujours dire, oui, mais on a mis fin. Ça, c'est leur discours intérieur. Évidemment, il fallait que le président fasse une clôture budgétaire. Donc, s'il fait une simple opération administrative chez lui, c'est son problème. C'est une opération purement administrative, puisqu'il va à Toulon pour s'adresser aux armées. Tout à fait. Donc, c'est une opération purement administrative. Mais sur le terrain, en ce qui concerne le théâtre des opérations, c'est le Mali qui y a mis fin. Et ça fait bien longtemps que le Mali y a mis fin, avec un calendrier contraignant de départ, qui a heureusement été respecté, puisque le 15 août, à Gao, le dernier soldat français était parti. Donc, c'est les Maliens qui ont mis fin à l'opération Barkhane, pas les Français. Historiquement et factuellement, c'est le Mali. Et il faut rappeler ça à tout le monde. Maintenant, s'il y en a qui ne veulent pas, qui dénient l'histoire, même récente, que tout le monde voit là, c'est leur problème. Ils peuvent s'y engager. Je voudrais dire beaucoup de choses par rapport à cette affaire, où le président français, il dit qu'il met fin à l'opération Barkhane alors que c'est un dol. En fait, il se contredit dans son discours lui-même. Au début, il dit que c'était fait pour durer éternellement. Après, il commence à dire il ne faut pas du tout qu'on fasse des choses comme ça. Donc, il y a une inflexion. Et comment est-ce que vous comprenez cette attitude-là? C'est-à-dire que cette contradiction, ce que vous décelez comme contradiction dans la posture du président français. 2 ou 3 petites choses que je voudrais dire qui sont des préalables permettront de comprendre. Vous en prie, voilà. La première, c'est que les Français justifient cette affaire en disant que, entre autres choses, en disant qu'il y a des manifestants anti-français, par exemple au Burkina Faso, et que ces gens brandissaient le discours, ont essayé de s'attaquer à l'ambassade française, et donc voilà autant de choses, entre autres raisons, qui poussent le président français à mettre fin à l'opération Barkhane. Rien n'est plus faux. Ce qui se passe au Mali, là, ça n'a rien d'anti-français. Ça ressemble à quelque chose que les Français connaissent très bien dans leur histoire. Ça s'appelle la résistance. Tous les résistants français de la période
40 à 44 contre l'Allemagne. Je vous rappelle que cette résistance est célébrée aujourd'hui et son souvenir est rappelé à tout le monde, est entretenu. Alors, si les gens sont incapables de faire des parallèles historiques et de trouver que ce qui est passé au Burkina Faso, c'est exactement ce que les Français eux-mêmes ont fait dans les années 40 et 44, c'est qu'il y a un problème. Il faut quand même pas, n'essayons pas de dire rouge quand ça nous plaît et dire vert après quand ça ne nous plaît pas. C'est exactement la même chose que les Burkinabés ont fait. Ça veut dire que c'est un acte historique. Et c'est un acte de patriotisme. C'est un acte d'expression de la liberté. La liberté. La liberté. La liberté. Comme disait John Adams à l'époque lorsqu'il défendait celui qu'on appelait Singbe-Pie. Vous pouvez relire ça dans le livre Amistad. La liberté. Quelle est la chose pour laquelle les hommes se battent le plus? La liberté. Et c'est ça. C'est pour ça que les Français se sont battus, se sont dressés contre les Allemands. C'est ce que les Burkinabés ont fait. Ils se dressent contre des gens qui viennent occuper leur territoire et qui leur font subir les choses que les Allemands ont fait subir aux Français. Première chose, le franc CFA, monnaie nazie. C'est exactement ce qui s'est passé au Burkina. Ça n'a rien à voir avec quelque chose que ce soit d'un sentiment anti-français. L'autre chose que j'aimerais dire et qui va dans le sens, il y a une espèce de pipelette qui travaillait pour un journal français là, qui s'appelle un certain Patrick Robert, et qui dit une histoire assez incroyable que je n'arrive pas à comprendre au sujet de la présence française en Afrique. Il dit oui, mais quand la France est là, on dit elle dérange, quand elle n'est pas là, on dit qu'elle abandonne les gens en plein vol, elle ne sait plus quoi faire, donc elle devait partir. Il n'y a que des pipelettes pour s'exprimer comme ça. Et je crois que lui, il comprend ce qu'on appelle une pipelette. Mais c'est pas vrai. Pourquoi on ne parle pas de la Mongolie? Pourquoi on n'a pas dit que c'est la Mongolie qui a lâché les gens en plein vol? Pourquoi? Vous pouvez m'expliquer? Pourquoi on n'a pas dit que c'était le Bhoutan? Il faut que les gens fassent attention. L'Afrique, avec laquelle ils jouent là, c'est terminé. Terminé, et c'est depuis très longtemps. Et toutes les pupelettes qui vont se lever pour dire des mots déplacés sur l'Afrique, ils trouveront des Africains pour les remettre à leur place. Et dire au monde entier exactement qui ils sont. Alors, le président français vous dit oui, il faut limiter et réduire l'exposition des armées africaines, l'exposition en Afrique par les armes à travers des opérations comme Barkhane et essayer plutôt de gagner les esprits et le cœur des Africains. Non. Non, non, il n'y a aucun cœur, aucun esprit à gagner en Afrique. Les cœurs des Africains ont un continent à aimer. Les esprits des Africains ont un continent à construire. Alors on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Nous n'avons plus le temps d'écouter les gens, d'aimer les gens ou de construire les gens. Nous avons un continent à construire. Nous avons un continent à aimer. Nos cœurs ne sont plus là. En tout cas, ceux des Africains d'aujourd'hui, il faut oublier. Ce n'est plus le cas. C'est terminé ça. Donc n'essayez pas de conquérir nos cœurs ou nos esprits, ça ne viendra pas. C'est fini, c'est terminé. Battu au Mali, vous n'avez plus de place en Afrique, vous rentrez chez vous. Aussi simple que ça. Je crois que l'Afrique a besoin aujourd'hui de s'occuper de l'Afrique et la France ferait mieux de gagner le cœur et les esprits des Français. Je crois qu'il y a beaucoup de travail à faire là-bas. Puis il y a cette chose assez curieuse où dans cette affaire, on traite des gens qui ont tué, qui ont massacré en Afrique, on dit que ce sont des djihadistes. Moi, je suis très surpris. Les gens eux-mêmes, allez sur YouTube, il y a des vidéos à n'en plus finir, ces gens eux-mêmes disent qu'ils ne sont pas des djihadistes, qu'ils sont des mercenaires, qu'ils sont payés pour faire ce qu'ils font. Mais vous les traitez de djihadistes. Alors, sauf que c'est une rhétorique de guerre. Parce que vous devez donner aux gens une caractérisation qui justifie en fait votre action belliqueuse. D'abord, qui vous a dit que les Africains, eux, ils ont peur des djihadistes, quand bien même ils viendraient? Qui vous a dit que les Africains, eux, ils ne veulent pas du tout voir des djihadistes? Mais s'il y a des gens qui veulent nous raconter une bonne histoire, qu'ils viennent la raconter. Sauf que je ne suis pas sûr que les Africains peuvent écouter toutes les bonnes histoires. Il faudrait que ce soit entendu par tout le monde à travers la planète. Ils sont plus prêts à entendre n'importe quoi. Ces gens, quand on dit vous êtes djihadiste, vous avez quand même un courant sous la main, vous essayez de convertir les gens à l'islam et vous construisez des mosquées. Vous avez entendu que ces gens-là... C'est pas le cas. Alors, eux-mêmes, ils vous disent que c'est pas ça et qu'ils sont payés. Donc, il faut qu'on arrête de nous tourner en bourrique là. La dernière chose, je crois, celle qui permet de répondre à la question de M. Mouchili. Ils nous disent que les responsables français, politiques et militaires français, ils avaient une question à laquelle ils devaient répondre, celle de la viabilité de l'opération Barkhane. Rien n'est plus faux. Ce n'était pas ça la question à laquelle ils devaient se poser. La question à laquelle ils étaient confrontés, je vais vous la lire. La voici.
La question était de savoir quelle est la bonne façon d'obtempérer à l'ultimatum malien. C'était ça, la question à laquelle ils avaient à répondre. Point. C'était pas d'ergoter sur la viabilité de quoi que ce soit. Puisque, de toute façon, cette opération n'était pas organisée parce qu'elle était viable pour, comme ils le disent, pour la lutte contre les djihadistes. Il n'y a pas de djihadistes au Sahel. Il n'y en a pas. Il n'y a que des mercenaires. À ce moment où vous dites que notre ennemi est une chose qui n'existe pas, ça veut dire que votre opération a d'autres objectifs et d'autres fins. Donc, quand le Mali vous demande de partir, votre affaire, la question à laquelle vous répondez, ce n'est pas celle de la viabilité de votre opération, c'est celle de comment vous allez faire votre paquetage et partir. C'est ça, la question à laquelle vous êtes confronté. Et je dis tout ça parce que il faut qu'on comprenne très bien que c'était une opération pour les matières premières, pour le contrôle du couloir énergétique qu'est le Sahel, du couloir énergétique et minier qu'est le Sahel. Voilà pourquoi cette opération était là. Et donc, quand le Mali vous bloque et vous empêche d'exploiter les sources d'énergie ainsi que les mines, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est d'empaqueter vos choses et de partir. Parce qu'au fond, le président français ne pourra jamais dire aux Français que l'opération Barkhane, en Afrique, Sangari, Serval et bien d'autres, Turquoise et toutes ces choses-là, que c'était pour le contrôle des mines et des sources d'énergie, que c'était pour les matières premières. Jamais pour la protection des populations, vous dites. Les populations Jamais. pour lesquelles on a écrit le Code noir, des populations pour lesquelles un député en 2022 dit qu'il rentre en Afrique. Mais non, ce n'est pas des gens qu'on est en train de protéger. On est en train de vous dire clairement que ces gens-là, on n'a aucune envie de les protéger. En fait, ils comptent pour pas grand-chose. Et que notre vrai objectif, c'est l'Afrique sans les Africains. Donc, en réalité, comme il ne peut pas dire ça aux Français ouvertement, qu'en fait, on était là-bas parce qu'il y a de l'hydrogène pur, liquide au Mali, il n'y en a pas beaucoup dans le monde, et comme nous sommes en transition énergétique qui était prévue, on croyait pouvoir contrôler ça, et qu'on était là-bas parce que le Mali, ça produit beaucoup d'or, donc ça permettrait de renforcer notre stock d'or. On ne peut pas dire ça. Comme nous sommes allés là parce que le coton, ça commence à ne plus être disponible, donc il faut qu'on sécurise le coton du Mali, du Burkina et tout le reste. On ne peut pas dire ça aux Français. Donc on va trouver une explication bancale, totalement rocambolesque et absolument inopérante, qui ne trompe d'ailleurs que ses propres auteurs, pour justifier une forfaiture, pour justifier ces crimes qui ont eu lieu là-bas. Et après, on vient vous dire que le président met fin à une opération. Il n'a mis fin à rien. Le Mali a sifflé la fin de la récréation, comme le Vietnam l'a sifflé en 1954, comme l'Algérie l'a sifflé en 1962. C'est ce qui s'est passé, et c'est ce que l'histoire a vu et vécu, et c'est ce qui restera. Donc, au fond, lorsque vous êtes face à ce genre de choses, il faut rappeler trois petits éléments aux gens pour que vous puissiez demain avoir la possibilité d'un dialogue respectueux des uns et des autres. Là, quand nous avons fait le point, 1000 points comme ça, on peut s'asseoir et discuter avec les Français éventuellement. Mais s'ils continuent à avoir ce discours qui est de nature à mépriser les Africains, parce que déclarer que vous mettez fin à l'opération Barkhane, alors que l'initiative n'est jamais venue de vous, c'est une expression du mépris que vous avez pour les Africains, pour les Maliens particulièrement, et qui dit clairement que vous n'êtes pas prêts pour un dialogue constructif, respectueux avec les Africains. Et pourtant, les Africains aujourd'hui ont le choix. Nous ne sommes plus obligés de parler avec tout le monde. Nous ne sommes plus obligés. Pas du tout. Et je vous rappelle une toute petite chose. Sans les pays qui utilisent le franc CFA, la France, là, je peux vous assurer qu'elle ne survivrait pas sous la forme que vous connaissez aujourd'hui. Parce que sans ces pays-là, Paris n'aurait plus les moyens de retenir la Bretagne, l'Alsace-Lorraine, la Corse, le Pays Basque, et peut-être bien d'autres, peut-être même le Bordelais. Ces gens-là, il y a un risque sérieux de démantèlement de la France. Voilà des problèmes beaucoup plus importants dont doit s'occuper la France. Mais comme les ressources venaient ou viennent encore de l'Afrique où on utilise le franc CFA, et qu'il va y avoir un terme progressif, d'abord au Mali c'est terminé, le Burkina c'est presque entériné, l'Afrique centrale, croyez-moi, ça a été drastiquement réduit, et ça va aller
Ça va s'arrêter bientôt lorsque la fusion à la CEAC sera définitive. Et vous comprenez pourquoi on nous crée une guerre entre la RDC et le Rwanda, qui sont deux membres de la CEAC, alors qu'on aurait pu régler les différends qui existent et d'une manière qui est propre à notre façon de faire en Afrique centrale. Donc je pense que, en fait, M. Moshili, c'est la réponse que je peux vous donner. Hypocrisie, sincérité, c'est le problème de la France. Ça ne nous intéresse pas. C'est à eux de voir. Ils sont hypocrites, tant pis. Ils sont sincères, tant pis. Par contre, ce qui est vrai, ce que je vous l'ai dit à un moment donné dans mon propos, les cœurs des Africains ont un continent à aimer. Les esprits des Africains ont un continent à construire. C'est l'Afrique. Merci à vous, docteur Dominique Yantimba, professeur Jean-Paul Bellec. Je voudrais bien avoir votre avis sur cette question. Est-ce que vous pensez, comme le docteur Dominique Yantimba, que le discours prononcé par le président français le 9 novembre dernier à Toulon est pratiquement pris pour les et même aussi pour le peuple malien de cela? Est-ce que vous aussi vous pensez que ce discours c'est pratiquement passage en force sur une porte qui est pratiquement ouverte? Parce que tout le monde reconnaît sur ce plateau que la force Barkhane a été poussée vers la porte de sortie par les Africains. Et c'est pas la France qui a décidé. Absolument. Macron est un habitué du genre, c'est-à-dire que il a tendance à prendre les autres pour des cons, quoi. Et... Comment ça, professeur Jean-Paul Bellec? Bon, ok, pour des idiots. Non, je pose la question. Bon, pour des imbéciles. Non. Pour des ignares. Pour les gens qui ne comprennent rien. Bon, ok, allez-y alors. Je vous pose la question, comment la France traite aussi les Africains comme ça? Allez un peu, vous pouvez aller dans votre argument. Oui, monsieur Macron. En fait, c'est pas la France, hein, c'est Macron. Voilà. Parce que le peuple français, on peut... D'accord. C'est l'argumentaire qui est intéressant pour ménager un peu. Mais Macron, c'est un habitué du genre. C'est-à-dire qu'il méprise déjà son propre peuple, enfin, soi-disant son peuple, parce que n'oubliez pas que Abdoulaye Maïga, à l'ONU, a parlé de la junte civile française, anti-française. Oui, oui, oui. Il a parlé du gouvernement de Macron, la junte civile française, anti-française. Et c'est vrai, moi j'ai vécu en France, j'étais à l'époque des Gilets jaunes. Ce monsieur méprise son propre, entre guillemets, peuple. Donc, est-ce qu'il aurait de la considération pour les Africains? Non. Il est arrogant pour son propre peuple. Il ne se rend même pas compte que Poutine représente une puissance nucléaire fois supérieure à la sienne. À supposer même que la sienne soit opérante. Ce que je doute. Je vous l'ai déjà dit ici. Je ne suis pas sûr que les armes, soi-disant nucléaires françaises, soient opérationnelles. Je ne suis pas sûr. Si maintenant on dit, ok, on va tirer, chacun fait un tir. Je ne suis pas sûr même que les Français pourront tirer une seule arme nucléaire. Je ne suis pas sûr. Ni de leur sous-marins, ni de leurs silos. Je peux expliquer. S'ils étaient capables, hypothèse, on est d'accord, s'ils étaient opérationnels sur le plan nucléaire, est-ce que cela dépasserait d'avoir des munitions pour les armes conventionnelles? Puisque le nucléaire est un upgrading. Or, nous savons que la France, il y a guerre, elle ne peut pas dépasser 80 jours. Et même 80 jours, c'est beaucoup. Pour faire circuler ses chars, et elle ne peut même pas faire un mois. Et elle n'aura plus de munitions. Et puis, je ne vous dis pas déjà ce qu'ils envoient en Ukraine. Hein. Ça fait déjà des réservoirs. Donc, on ne peut pas... Le nucléaire est un upgrading. On passe par le conventionnel. Donc, si ton conventionnel est nul, en fait, eux-mêmes nous disent la non-validité de leur nucléaire. Donc, ok, on va dire ça comme ça, on va dire ça autrement, on va dire, ok. Donc, en fait, tu as des chaussures à mettre tous les jours. Mais tu as les chaussures du dimanche. Hein. Donc, toi, tu passes ton temps à mettre le serrage sur les chaussures de dimanche, sachant que tu as même quelqu'un qui ne va jamais à la messe. Parce que la guerre nucléaire, pour l'instant, c'est pas pour demain, pour l'instant. Toi, tu ne vas jamais à la messe, mais tu serres tes chaussures du dimanche. Hein. Ceux de tous les jours, il n'y a même pas de lacets, il y a des trous partout. Hein? Et au lieu de payer le serrage pour les chaussures du dimanche, tu devrais déjà réparer celle-là, quoi. Ce n'est pas... Ça défie le bon sens.
Donc le simple fait qu'au niveau conventionnel, ils aient des déficits qu'eux-mêmes nous annoncent, veut dire qu'au niveau nucléaire, ce n'est pas ça. Ça sera encore plus patent que ce n'est pas ça. Oh. C'est pas n'importe quoi le nucléaire. Hein. Si vous avez une arme nucléaire, faites pas attention, elle peut exploser sur vous. Hein. Or, nous savons également qu'au niveau entretien, leurs hélicoptères ont même du mal à voler. Ok, donc c'est ce qui est dans les silos. Non mais attendez, c'est quoi le nucléaire? En fait, hein, vous avez ce qu'on appelle la charge, la masse critique. Si vous avez la masse critique, maintenant je prends l'uranium 235 pur à 90%. Il y a une masse critique pour ça. Parce que pour le militaire, c'est minimum 90% d'enrichissement. Donc, si je prends une masse critique, mettons, j'ai là, on va dire, allez, soyons gentils, 50 kg d'uranium 235 à 90%. Mais attends, si j'ai les 90% rassemblés, mais il n'y a même rien à faire. Hein. On est mort déjà. Hein. Parce que les neutrons, il y en a tout le temps qui circulent. Hein. Premier neutron qui passe, la réaction enchaînée est lancée. On est mort déjà. Donc on sépare les charges. Et pour séparer les charges, assure-toi qu'elles sont bien séparées. Ok? Donc le mieux même, on sépare le moins de tremblement de terre. Chaque tombe sur l'autre. Bon, tu les mets à l'horizontale, mais les fusées pointent vers la verticale. Alors qu'est-ce que tu fais? Donc ça veut dire que les charges ne sont pas dans le missile. En tout cas, la charge complète n'est pas dans le missile. On doit la mettre au dernier moment. Mais toutes les logistiques là, leur fait déjà défaut pour les hélicoptères. Est-ce qu'on comprend? Les mécaniciens qu'on met là, les hélicoptères, ils ne sont pas en nombre suffisant. Vous croyez qu'ils sont en nombre suffisant pour entrer dans le nucléaire? Le raisonnement n'est pas compliqué à faire. Hein. L'avantage du raisonnement mathématique, c'est qu'on n'a même pas besoin de preuves. Je n'ai même pas besoin d'aller dans le silo pour vérifier, quoi. Mais c'est l'avantage des mathématiques, même sur toutes les sciences, y compris la physique. Et moi, je suis physicien. Je n'ai pas besoin d'aller sur le silo pour vérifier. Quand on regarde leur façon de dire, leurs actions et les autres choses qu'ils font, on comprend. Leurs armes nucléaires ne sont pas opérantes. Il faut qu'ils ferment leur gueule à ce niveau. Oh, bon, il faut qu'ils se taisent. Mais je parlais français, hein. C'est le français de Paris. Moi, j'ai vécu à Paris. On dit couramment en français, ferme ta gueule. Bon, mais comme le mot gueule, vous avez dit que ici au Cameroun, c'est mal compris. Bon, qui se taise, quoi. Qui se taise, voilà. C'est peut-être le français plus châtié au Cameroun. Alors, donc, ça, c'est une chose. Mais non, Yam Timba l'a dit. Issa Diawara l'a dit avant. Nestor Podacé a insisté. Et même Bakengene, qu'il le dit ou pas, il va le redire. La France a été chassée du Mali. Il va le répéter 10 fois. Puis ça veut dire que même la postérité doit le retenir. La France a été... Comme Yam Timba dit, comme ils sont fuis au Vietnam. La déculottée. Non, c'est la mode qui change, quoi. C'est qu'ils sont de... La mode d'aujourd'hui, c'est qu'ils ont été chassés comme ils ont été chassés. C'était pas de leur volonté. Si c'était qu'eux, ils y seraient encore. On est d'accord? On les a chassés du Mali. Et ils n'avaient pas le choix. Le Mali a même dit que si un avion vole encore... Avant, la preuve, Aboubacar, regarde, Aboubacar, mathématiques toujours, hein. La preuve, regarde. Macron, son discours date de 9, n'est-ce pas? Nous sommes le 11, donc avant-hier. C'est ça, non? Avant-hier. C'est pas ça? Non, Bissot? C'est le 9, allez-y, professeur. Très bien. Oui, mais lorsque Abdoulaye Maïga est à l'ONU, c'est pas d'hier, ça date d'au moins d'il y a un mois. Il a bien dit que si les avions français continuent à survoler le ciel malien, on va les abattre. C'est dit. La France viole l'espace aérien malien. Et à la première provocation, ils vont répondre coup sur coup. Et ils sont prêts à battre les avions, les aéronefs français. Donc il a dit il y a plus d'un mois. Alors s'il a dit il y a plus d'un mois, et l'autre il a fait son discours avant-hier. Alors c'est celui qui a dit il y a plus d'un mois qui a dit dégage. D'ailleurs il a dit dégage, mais il avait déjà dit dégage avant. Et au moins il parle, il sait que tu es déjà dehors. Mais si tu entres, attention à ce qui t'attend. Donc le discours de Macron, non mais moi j'ai pitié, mais il n'y a même pas pitié. Mais j'ai pitié aussi parce que j'ai vécu là-bas. J'ai pitié pour la population française. Parce que Macron les traite pour... C'est eux qu'on traite pour les imbéciles. Il traite ses compatriotes comme des imbéciles. En fait, il veut dire par là qu'ils sont incapables, il les manipule. Ils sont incapables de comprendre le jeu, la géopolitique qui se passe là. Donc il va leur dire un mensonge. Comme si la France pouvait encore se targuer de quelque chose. Non, les amis dehors. Donc il continue à les tromper. Non. Mais même les Français, ça va s'arrêter parce que vous voyez déjà au niveau du Covid, ils en ont déjà assez. Au niveau de la guerre en Ukraine, il commence à en avoir assez. Donc Macron, il n'a qu'à continuer, il joue sa dernière carte. Peut-être qu'il finira pas son mandat, je l'ai déjà dit ici. Il n'a qu'à continuer. Il va forcer parce que les gens qui l'ont mis là vont peut-être le maintenir. Mais même ces gens-là,
l'avenir nous montre qu'ils n'ont plus leur place. Sous peu de temps, on va leur mettre la main sur le collet directement. Ils n'y pourront rien. Donc, M. Macron, ce qu'il dit là, oui, c'est une pipelette, hein, je suis d'accord, c'est une pipelette. Il raconte sa vie, il fait que parler, il fait que grosser. Mais dans le fond, il a perdu l'initiative. L'initiative des écoles des Africains. Et il est question pour nous de poursuivre. Alors, la guerre médiatique, comme il nous a volé notre argent, il continue à faire. Même notre or, ils ont tout volé là. Il continue à faire, c'est quoi? Eh ben, maintenant, il veut faire sortir la société civile. Voilà. Soit disant pour faire des grèves des syndicats. Ils vont faire de la désobéissance civile. Mais c'est parce qu'il achète les gens. Mais même ça a une fin. Et on va mettre des stratégies en place pour neutraliser ces gens-là, sans même qu'on ait besoin de verser une goutte de sang. Parce qu'il aimerait qu'il y ait un divorce. Son espoir, c'est de pouvoir créer un divorce entre le peuple malien et ses dirigeants actuels. Mais non, il n'y aura pas. On est assez intelligent. Hein? Cheikh Anta Diop a dit que la supercherie aura assez duré vis-à-vis de ces impérialistes-là et de ces idéologues. Parce qu'ils auront rencontré en face d'eux des intelligences égales. Yam Timba et Batengene. Nous, on rajoute ici que ce n'est pas des intelligences égales même. Ce sont des intelligences même supérieures. Nous sommes des intelligences supérieures. Pas moi, Jean-Paul Bellec, hein, seulement. Enfin, je me mets dans le nombre aussi, mais pas moi seulement. Nous, les Africains, nous tous là. Ils nous ont pris hier comme des idiots. Ça a marché. On a déjà compris le jeu. Maintenant, on va leur démontrer que maintenant que nos yeux sont bien ouverts et qu'on a compris leur jeu. Parce qu'hier, on pensait que c'était des frères qui réfléchissaient un peu comme nous. C'est pas ça. Je parle des dirigeants, toujours la junte civile française. Eh bien, on va leur montrer que nous sommes des intelligences supérieures. Donc, on n'a pas pitié, on ne fait pas de cadeau. C'est eux, sur leur intelligence, contre la nôtre. Parce que physiquement, la différence est faite. Hein. Sur le plan physique, on les bat à plat de couture. Corps à corps, est-ce que Macron peut faire... Il a quel âge? 40, je ne sais pas combien là. 45 ans, 42 ans, 43 ans. Il peut même oser contre Assimi Goïta ou contre Ibrahim Traoré, corps à corps, ils peuvent. Il ne peut pas. Donc voilà. On est plus fort que eux. Maintenant, les intelligences, on va leur démontrer maintenant qu'elles sont même supérieures. Merci beaucoup voilà. à vous. À cette junte civile française. D'accord. Merci à vous, professeur Jean-Paul Bellec. Alors, Jonathan Batengene, je me retourne vers vous. Alors, apparemment, vous allez pratiquement dire la même chose que les autres panélistes. Le professeur Jean-Paul Bellec l'a dit. Mais je ne voudrais pas vous donner cette occasion de redire la même chose. Hein. Alors, moi, je voudrais plutôt vous relancer sur ces questions. Alors, la France, ou la force Barkhane plus précisément, a été poussée vers la sortie sur le terrain du Sahel. Tout le monde l'a dit sur ce plateau. Je voudrais rappeler qu'on rappelle les faits avec vous. Alors, quels sont les éléments mis en jeu qui ont pratiquement orchestré cette fin de mission de Barkhane? Okay. Le premier élément, c'est l'incompétence. Comment ça? Ils ont trouvé un territoire qui était occupé à 20%. Et pendant qu'ils sont arrivés, ils ont fait semblant de libérer, disons, 10% de ce territoire. Et à partir de 2015, il y a eu une augmentation rapide, une recrudescence du terrorisme. 2017, deux groupes terroristes sont allés en flèche et ont occupé 60% du territoire malien. On parle d'un territoire de 1 300 000 km. Et si vous faites 60%, vous avez près de 2 fois la superficie du Cameroun. On est à près de 800 000 km occupés. Pas les terroristes, les mercenaires. L'expression est bien trouvée du docteur. Du docteur Dominique Yamtimba. Donc, ils ont été incompétents à ramener la sécurité parce qu'ils étaient amenés là-bas en appui. On a vu le cinéma avec Ibeka, c'était l'autre, Bandao, qui avait crié, il a besoin d'aide. Ils sont venus, ils étaient réputés compétents. Ils n'ont pas réalisé la mission pour laquelle ils ont été appelés, donc ils étaient incompétents. La deuxième des choses, c'est que après enquête du gouvernement malien, après évaluation sur les mobiles et les raisons d'expliquer cette montée en puissance des terroristes, on se rend compte qu'ils se sont doublés de complicité.
incompétents, complices désormais. Ils sont devenus complices des terroristes. Complices des terroristes. Ce que vous dites. Oui, il y a des vidéos. Là, il y a de cela 2 semaines, c'était le mardi, face à l'actualité. Nous avions ici des vidéos qui montraient clairement la complicité entre les militaires français et les terroristes. On a montré là, il y avait une vidéo, ils avaient des boîtes chargeurs qu'ils remettaient aux terroristes. Donc ces vidéos-là, désormais, Afrique Média les a, donc c'est des preuves des preuves à charge. C'est des preuves fermes. Dans un procès, ça fait foi et puis ça vous enfonce. Donc la France est devenue complice. Et le Premier ministre Joseph Okala Maïga, dans ses prises de parole, a plusieurs fois dénoncé cela. Troisième raison, le Mali a commencé à chercher des solutions. Et la France s'est opposée à la recherche de nouvelles solutions. Donc vous avez un incompétent qui est complice avec les terroristes et qui vous empêche de trouver des solutions. C'est bien grave. Il veut même s'imposer comme étant l'unique partenaire qui peut vous amener à résoudre le problème. Les Maliens ne se sont pas découragés, ils ont continué à rechercher les solutions, ils ont trouvé les Russes. Et ils ont dit, nous allons travailler avec les Russes. Ils ont persisté. La France est devenue l'ennemi du Mali. En dehors, c'est la quatrième raison, en dehors de s'opposer à la recherche de solution, ils sont devenus les ennemis des Maliens parce que les Maliens avaient trouvé une solution. Et les Maliens leur disent, nous allons quand même appeler les solutions, nous allons quand même appliquer la solution, nous allons signer le partenariat avec les Russes, ils vont venir travailler. Ils disent, si les Russes viennent, donc, si les Russes viennent, si les Russes viennent, les terroristes vont vous massacrer. Le chantage. Donc, un complice empêche de trouver la solution. Ennemi, chantage. Et le chantage est monté jusqu'au automatique. On a subi, on a vécu ça ici, mois de septembre jusqu'au mois de juillet. C'était la grande foire au chantage. Les diplomates France, le ministre des Affaires étrangères, le premier ministre de l'époque, Jean Castex. Parfois, il y avait un décimo qui disait Jean Castex. Un peu moqueur, mais ça donne un peu ce qu'il était. Il revenait à charge, Yves Le Drian, il disait non, ça ne va pas se passer comme ça, la France n'acceptera pas. Parly, venait Florence Parly des armées. On a même vu une émission où vous vous souvenez, professeur Mbelek, elle avait adopté cette gestuelle et on avait notre sœur là, Adjeté Ablaou, qui avait diagnostiqué une dissonance. C'était une dissonance, c'était cognitif, c'était quelque chose comme ça. Donc elle avait des troubles psychologiques. Et donc la France, dans le chantage, va perdre dans sa volonté de dissuader le Mali de trouver une solution. Le Mali trouve la solution, l'applique, va lancer l'offensive contre les militaires, contre les terroristes, les mercenaires. Alors la France part pourquoi? La France part parce que les mercenaires sont aujourd'hui vertement liquidés par l'armée malienne. Pour la plupart, ils sont arrêtés. Le rôle des mercenaires n'est plus pertinent. Et les preuves de son implication dans l'activité de mercenariat qui s'était développée pour terroriser les populations et désormais, les preuves sont tout à fait... les preuves fermes sont détenues par les autorités maliennes et ces preuves-là sont aux Nations Unies. Et ces preuves ne font que s'accumuler parce que les Burkinabés qui arrivent ont aussi les mêmes moyens d'intelligence, donc ils vont eux également collecter ces informations. Et la France comprend que son sort est scellé. Et il y a maintenant la pression populaire. La pression populaire dit qu'elle ne veut plus de la coopération française parce qu'elle a constaté qu'il y a cette complicité, il y a cette incompétence, il y a ce chantage. Donc, tous les éléments qui étaient
contenus qui étaient dans la relation entre le Mali et la France vont devenir des éléments qui justifient la contestation qui va aller crescendo. Raison. La France quitte donc, pour se couvrir, parce que les preuves, elle ne veut plus que les autres pays accumulent les preuves contre elle. C'est que les Burkinabés vont faire pareil que les Maliens. Ça va compliquer le dossier aux Nations Unies. Donc, vaut mieux partir avant que les choses ne se gâtent. Elle part parce qu'elle est consciente que désormais, ces militaires ne peuvent plus se déplacer comme dans un zoo en Afrique de l'Ouest. Quand elles se sont déplacées, on se souvient de l'incident de Terra, des incidents de Terra, mais aussi de cette ville qui a également, où les soldats français ont été bloqués. Elle voit désormais que l'Afrique est éveillée, même quand elle essaye de nous stratégie, ça ne marche pas. Cette France est harcelée. Cette France est sur le qui-vive. Elle ne peut plus accepter cette pression. Elle décide donc de subir, elle décide de céder à la pression de tous ces agents-là. Et c'est cette pression qui fait que la vraie formule, c'est la France est chassée du Sahel. Vous avez fini toujours par dire. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, Jonathan Batengene. Alors, je voudrais qu'on puisse avancer. Qui dont les raisons pour lesquelles, d'après tous les panélistes sur ce plateau, la France la force Barkhane a été obligée donc de partir de partir du Sahel. Alors, sur le sol africain, au Sahel, 9 ans de sacrifices et de pertes d'après le président français et des résultats également. C'est pour dire que tout n'a pas été sombre. Diawara, vous qui êtes au Mali et vous qui vivez dans le Sahel, la même question que je vais poser à Nestor Podassé. Quel est l'héritage positif de cette force Barkhane sur le continent africain, notamment dans le Sahel? Issa Diawara? Oui, je vous reçois. J'ai un réel problème de connexion. Alors, si vous pouvez passer la main à Nestor, 5 minutes le temps que j'essaie de changer de carte SIM. Alors, j'ai des soucis de connexion avec vous. Je n'ai pas de retour moi aussi. Alors, est-ce que Nestor Podassé est avec nous? Je suis là. Alors, Nestor, je vous pose cette question. La force Barkhane, c'est quand même 9 ans de présence sur le terrain, notamment dans le Sahel. 9 ans de sacrifice. Le président français, on l'a suivi récemment, le dit, surtout lors de son passage au Cameroun. Alors, c'est pour dire que tout n'a pas été sombre. Quel est aujourd'hui l'héritage positif de Barkhane sur le terrain de la lutte contre le terrorisme dans le Sahel, Nestor Podassé? La leçon positive que nous, les jeunes du Sahel, est que la France confirme ce que l'ancien Premier ministre Benjamin Netanyahu a dit, que si tu as France comme ami, ne cherche pas ton ennemi loin, c'est la France qui est ton ennemi. La France nous a prouvé qu'elle ne nous a jamais aimés et elle ne nous aimera jamais. La présence des forces Barkhane nous a ouvert les yeux. Et aujourd'hui, la jeunesse a décidé de prendre sa responsabilité parce que nous avons certains ennemis, pas tout le monde. Donc, eux, ils ont leur façon. Et nous ne voyons pas les choses de la même façon comme ces vieux-là. C'est pourquoi la jeunesse au Mali a décidé de prendre sa responsabilité. Au Burkina, c'est la même chose. Si vous voyez les lieutenants-colonels au Mali, les colonels atomiques de l'état léger, quand ils prenaient pouvoir, ils avaient moins de 40 ans. Au Burkina Faso, c'est la même chose. Ils ont moins de 40 ans. Et nous pensons que c'est notre génération et nous devons voir les choses de la même façon. Parce que nos grands-parents ont été tellement traumatisés par la génération. Donc, eux, ils voient le Dieu.
Voici la première leçon positive que Barkhane nous a laissée au Burkina. Parce que on dit l'émotion est nègre, donc il faut les chauffer. Abidjan, quand tu arrives aujourd'hui à Abidjan, nos frères en Côte d'Ivoire sont en train de danser, manger, voilà. Quand ils pensent que c'est ça la vie, quoi. Or, pourtant, ils pensent pas à la vision à long terme, telle que les enfants, les arrière-enfants, les arrière-enfants. Alors qu'il faut penser à ça. Donc, c'est pourquoi moi, je demande à tous les frères africains, ce que la France a fait au Mali et dans le Sahel, ça doit nous ouvrir les yeux. Parce que la France a commencé en 2002 en Côte d'Ivoire, où il est venu créer une guerre civile, opposer le Nord et le Sud, piller les richesses et puis exfiltrer les ressortissants. Ça s'est passé devant nous. Il n'y avait pas Afrique Média. C'est RFI, Jeune Afrique, et puis les autres médias mensonges et France 24 qui nous jusqu'à ce qu'on parte bombarder la résidence du président Laurent Gbagbo et le prendre amener à la CPI instrument et puis placer les hommes libres qui est à la Alassane Ouattara, donc qui est le vassau de la France-Afrique en Afrique de l'Ouest. Donc, toute cette situation que nous avons vécue de 2002 jusqu'en 2011, dès qu'ils ferment le chapitre de violences et de tueries en Côte d'Ivoire en 2011, ils vont ouvrir pour la Libye. Tuer Kadhafi, injustement, pour déstabiliser le Sahel en général et l'Afrique de l'Ouest de façon particulière, pour juste l'intérêt de l'oligarchie française et européenne et américaine. Cela nous a beaucoup enseigné. Nous avons compris que non, ces gens-là, ils ne sont pas des enfants de cœur et qu'il faut les remercier simplement. Rentrez chez vous. Reste au Mali, au Burkina, c'est de façon musculeuse. Le Mali a ouvert la balle, le Burkina est venu faire visage sur le visage de la France, un coup KO bail. Donc, c'est Niger, Bénin, Togo, Côte d'Ivoire et Sénégal pour confiner avec l'Afrique de l'Ouest définitivement. Et passer maintenant de l'autre côté du Sahel. Ils ont quitté la Centrafrique. Il faut que les Tchadiens se lèvent. Pour quitter Gabon, ils doivent quitter Congo, Brazzaville, il doivent quitter Djibouti, ils doivent quitter. Tant que ces sont là, nous n'aurons pas la paix. Il faut qu'ils quittent. Au Niger, il y a tellement de bases européennes là-bas. Donc, tout ça, ça nous a donné comme leçon d'enseignement. Il y a des Américains là-bas. Il y a une base américaine même au Burkina aussi. Il faut le citer. Beaucoup de gens ne savaient pas. Il y a une base militaire américaine au Burkina Faso. Voilà. Donc, il faut que les gens savent cela. Donc, nous, en tout cas, notre souhait est que ces bases étrangères-là quittent le territoire. C'est tout ce que nous voulons. Donc, les présidents nous ont beaucoup enseigné qu'ils ne sont pas humains, qu'ils ne sont pas sociables, qu'ils ne sont pas des enfants de cœur. C'est des vampires seulement, simplement. Et que c'est des buveurs de sang humain. Donc, on ne doit pas collaborer avec ces gens-là. Les militaires doivent quitter chez nous. C'est tout ce que nous retenons comme leçon aujourd'hui. Donc, il n'y a pas à dire que des partenaires privilégiés, les partenaires historiques, tout ça, c'est de la manipulation. Ça ne doit plus tenir langage. Simplement, l'OTAN et sa clique doivent plier bagage de l'Afrique définitivement. Voilà, c'est tout ce que nous retenons comme leçon parce qu'ils nous ont montré qu'ils ne nous ont jamais aimés et ils nous aimeront jamais. Ils sont là pour notre richesse, ils ne sont pas là pour nous. Voilà, merci beaucoup. Est très bien établi entre vous et nous sur ce plateau. Alors, Monsieur Diawara, des soldats français sont tombés sur le champ de cette guerre dans le Sahel contre les terroristes. Et à un moment, la force Barkhane a eu à stopper ces djihadistes aux portes de Bamako. Est-ce qu'on peut tourner tout cela? Est-ce qu'on peut oublier ça rapidement? Décidément difficile, hein? C'est un peu compliqué avec Issa Diawara. Alors, docteur Yamtimba, je vous renvoie à ces questions. Est-ce qu'on peut tourner rapidement cette page de Barkhane sans toutefois s'arrêter un moment pour dire tout n'a pas été sobre quand même? Ces forces françaises ont quand même bataillé, ont perdu des soldats sur le terrain africain pour la vie des Africains. Le président français le disait lui aussi. Non, faut pas dire ça. Mais pourquoi ça? On va dire les choses comme ça. Si ces soldats n'étaient pas venus en Afrique, ils ne seraient pas morts. Je pense que les familles françaises devraient porter plainte à l'État français. Qu'est-ce qu'ils avaient à faire en Afrique? Quand vous êtes... Mais qu'est-ce qu'un soldat? Peut-être qu'il faut qu'on aille parler... Il faut qu'on parle français aux Français. Attendez. Qu'est-ce qu'on appelle un soldat? Parce que j'ai comme l'impression que nous parlons
Et nous avons le sentiment que, quelquefois nous nous demandons est-ce qu'ils comprennent leur langue, je ne sais pas. Soldat veut dire quoi? Définition. Alors, dans leur propre dictionnaire. ouais. Vous allez ouvrir. Homme qui sert dans une armée. C'est ça qu'on appelle soldat. Ça, c'est la rousse. C'est leur dictionnaire, dictionnaire le Robert. Robert. C'est leur dictionnaire. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire le soldat? Homme équipé et instruit par l'État pour la défense du pays. Je répète, peut-être qu'il semble que le peuple français, peut-être qu'il a oublié ce qu'on appelle soldat. Homme équipé et instruit par l'État pour la défense du pays. Le Mali, c'est la France. C'est le pays des Français. Et on parle français. On n'est pas en train de parler le mongol, le chinois qui ne comprennent pas. Hommes équipés et instruits par l'État pour la défense. Ils étaient faire quoi au Mali? Ils devraient se retourner contre l'État français pour défendre contre ce pays. Parce que ces enfants n'ont pas signé pour aller défendre d'autres pays. Le problème. Ils sont arrivés en Afrique à la demande des pays africains. Non, monsieur. Non. Les pays africains n'ont invité aucun pays européen. Aucun. Les pays africains n'ont invité aucun pays européen. Le seul pays que les pays africains ont invité ici, c'est la Russie. En 1996, ils ont été invités. En 1896, ils ont été invités par les Italiens. En 1936, ils ont été invités par les Italiens. C'est les seuls. C'est tellement d'autres qui ont été invités ici. Les Éthiopiens ont invité les Russes. Merci, professeur. En fait, dans mon esprit, c'était les Éthiopiens ont invité les Russes pour battre les Italiens. Donc, c'était le truc d'amateur. Mais vous voyez, en fait, c'est ça le problème. C'est que les gens, votre micro, hein. Les gens vous donnent l'impression qu'ils ont été invités chez vous. Ils n'ont jamais été invités. Pourquoi il n'y a pas de soldats mongols qui sont morts au Mali? Pourquoi il n'y a pas de soldats boliviens qui sont morts au Mali? Pourquoi c'est des soldats français? Pourquoi? Dans le cadre de l'opération Barkhane, pourquoi est-ce que ce ne sont pas des soldats mongols ou, je sais pas moi, vietnamiens ou, je sais pas moi, des soldats de Tuvalu, par exemple, ou de Costa Rica? Pourquoi c'est des soldats français? Vous savez, et là vous me parlez de soldats français. Vous savez combien de Maliens sont morts à cause des Français? Vous voulez qu'on fasse la comptabilité macabre maintenant? Nous les Africains, nous refusons de jouer à la victime. Nous ne sommes pas des enfants, nous ne sommes pas des gamins. C'est les gamins qui font la victimisation. Nous sommes des hommes, nous sommes des adultes, nous n'avons jamais rien eu pour rien et nous ne sommes pas là pour jouer les victimes. Nous sommes là pour que l'Afrique renaisse, pour que l'Afrique soit restaurée. C'est pour ça que je vous ai dit que nos cœurs sont là pour aimer l'Afrique, nos esprits sont là pour construire l'Afrique. Nos cœurs et nos esprits ne sont pas là pour autre chose. Si les Français veulent faire une comptabilité macabre, c'est leur problème. De toutes les façons, ce n'est pas nous qui avons affecté ces jeunes gens en Afrique, c'est eux. Alors qu'ils s'en occupent. Qu'ils fassent la comptabilité macabre. Qu'ils fassent le deuil, qu'ils fassent ce qu'ils veulent. C'est leur problème. Mais nous disons... Ils sont morts, le président français disait pour la cause de l'Afrique. Nous disons, parce que la première valeur de notre culture, de notre mode de vie, c'est la vie. Nous disons aux familles de ces jeunes gens qui sont morts au Mali, ils n'avaient pas besoin de mourir au Mali. Et pour cela, vous avez, vous, notre compassion. Parce que certains ont laissé des femmes, des enfants, de vieux parents qui n'avaient pas besoin de ça. Par contre, notre reconnaissance va aux Maliens. Notre reconnaissance va aux victimes maliennes. Parce que si la France n'avait pas mis ses pieds au Mali du temps de la colonisation, pour coloniser le Mali, il n'y aurait jamais eu ça. Il ne faut pas du tout laisser les Français vous embrouiller. Ils n'ont pas à nous embrouiller et ils n'ont pas à titiller notre compassion africaine en croyant que peut-être que les Africains qu'ils rencontrent souvent et qui sont des francophiles invétérés sont comme ça. Mais les Africains qui sont des Africains, qui aiment l'Afrique, qui sont des panafricains, qui n'aiment que l'Afrique, ils ne sont pas comme ça. Ils ne sont pas comme ça. Et il faudrait que les Français fassent très attention à ce genre de détails. Ces choses qui semblent être des détails à leurs yeux. Notre compassion, c'est pour les Maliens qui sont morts.
Et je pense à ceux de Bounty. Ils sont nombreux. C'est à eux que va notre reconnaissance. À ces gens-là qui n'avaient pas besoin de perdre leur vie. Notre reconnaissance va à leur endroit. Et je vais vous dire, puisque nous n'avons inventé ni la colonisation qui a fait venir les Français au Mali, dès la fin du 19e siècle, et qui les y a installés tout au long du 20e siècle et jusqu'aujourd'hui au 21e siècle, puisque nous n'avons pas inventé le néocolonialisme par lequel ils sont encore là, où ils étaient encore là il y a quelque temps, alors je suis désolé, monsieur. De notre point de vue, il ne s'est passé, tout ce qui s'est passé, le tableau est négatif, sombre, point. Parce qu'il n'avait pas à venir chez nous. Rien de positif. Mais rien. Quoi? On est là en train de parler français, vous êtes sérieux? Mais il n'y a rien de positif. Tout est négatif parce que tous les problèmes qu'il y a au Mali, c'est à cause des Français. C'est tellement un seul qui est à cause des Maliens. C'est tellement un seul. Prenez tous les pays dans lesquels on utilise le franc CFA, les problèmes, la cause, c'est les Français. Il n'y en a pas un seul qui soit, dont les peuples soient la cause. Il y a naturellement ce qu'on appelle, si vous voulez, des niveaux seconds, des niveaux accessoires de responsabilité. Mais lorsque vous êtes de simple faire-valoir, ce niveau-là, il change quoi? Rien du tout. Ce que nous disons en français, nous avons un message pour vous, qui est gentil. L'histoire, ce n'est pas nous. L'histoire retiendra que ces gens n'ont fait que du mal chez nous. Il n'y a rien de positif à faire. Le jour où vous commencez à retenir une petite chose positive... Est-ce que ce n'est pas exagéré quand même, docteur Yamtimba? Je suis simple. Si les Français n'étaient jamais... Quand même. Vous savez, je vais vous dire une chose. Vous savez pour quelle raison un Suédois ne demandera jamais ce que le Congo a fait de bien chez lui? Je vous pose la question. Parce que le Congo n'est jamais allé coloniser la Suède. Donc il n'y aura jamais ce débat. Dès que quelqu'un vous a privé de votre liberté, monsieur, qu'importe ce qu'il fera, il a fait de vous un esclave et il n'y a donc rien de bon à retenir de votre collaboration avec lui. Il n'y en a pas. Dès que vous privez quelqu'un de liberté, qu'est-ce qu'il va retenir d'autre? Puisque c'est par la liberté. La liberté est l'expression la plus intègre, la plus juste de la vie. La liberté est l'expression la plus vraie de la santé. La liberté est l'expression par laquelle la force se manifeste. Mais quand vous en êtes privé, vous ne vivez pas, vous n'avez pas de force, vous n'avez pas de santé. Et du coup, vous fermez les yeux sur tout? Non, on ne ferme pas les yeux. Du coup, il ne se passe rien de bon parce que la vie, c'est quoi? C'est le développement de vos forces progressives dans l'histoire, de vos forces productives dans l'histoire. À partir du moment où vous n'avez plus de forces productives dans l'histoire, vous n'existez pas. En fait, et il faudrait que les Africains le comprennent très bien si jamais il y a des questions là-dessus. La colonisation signifie l'arrêt des forces productives. Or, l'arrêt des forces productives est exactement ce qu'on appelle la vie. Mais quelqu'un qui a arrêté la vie, c'est vous. Vous pensez qu'il y a quelque chose de positif qu'il a apporté? Rien du tout. À partir du moment où il arrête vos forces, le développement de vos forces productives, il bloque la vie chez vous, donc vous n'existez plus. Si vous n'existez plus, comment pouvez-vous même appréhender quelque chose qui est fait, puisque vous n'existez plus? Parce qu'il a arrêté la vie, vous n'existez plus. Nous devons aller jusqu'au bout de nos analyses. Nous devons être intègres. Mais je vous dis encore, si les Africains ne disent pas toutes ces vérités-là aux Français, eux, ils ne créeront pas les conditions d'une réconciliation avec la France ou avec l'Europe. Mais comme nos valeurs nous obligent à protéger la vie, nous devons dire à ceux qui ont bloqué la vie chez nous qu'ils ont bloqué la vie chez nous et que c'était mauvais. À partir du moment où nous leur disons, nous recréons les conditions d'une collaboration. Sauf que nous faisons le travail de l'aîné. C'est comme ça qu'un aîné agit. Il vous dit, vous avez mal fait. Il vous sanctionne si c'est nécessaire. Et quand il le fait, il crée les conditions de pouvoir
désormais vous reprendre en main, vous aider, vous assister, vous soutenir pour que vous alliez de l'avant, mais dans le bon sens désormais. C'est le rôle de l'Afrique. Restaurer la dignité de l'Afrique, c'est sauver le monde. C'est sauver le monde. C'est en fait restaurer le développement des forces productives de tous les peuples dans un sens intègre et excellent qui permettent donc à l'humanité d'avancer et à l'humanité de connaître la concorde, l'harmonie et la paix. Donc, si aujourd'hui, nous commençons à ergoter sur le fait que l'opération Barkhane, la colonisation française ou, je sais pas moi, anglaise ou espagnole, portugaise, aurait apporté quelque chose de je ne sais quoi de bon chez nous, nous nous trompons. Ils n'ont rien apporté. Ils n'ont rien fait de bon. La vie de nos peuples a été celle que nous vivons aujourd'hui. Voilà, merci à vous. Je voudrais avoir l'avis du leader panafricaniste Issa Diawara, qui est sur le terrain au Mali sur cette question. Issa Diawara, je pense que la connexion est établie avec vous. Alors, est-ce que vous nous suivez, Issa? Ah, incroyable. C'est difficile avec Issa Diawara, décidément, ce soir. Alors, professeur Jean-Paul Bellec, vous venez de suivre le docteur Dominique Yam Timbar, analyste politique, intervenu sur la question de l'héritage positif de la force Barkhane dans le Sahel. Pour lui, il n'y a eu rien du tout de positif. Alors, lorsqu'on écoute les médias français, professeur Jean-Paul Bellec, et même certains officiels, pour eux, ça sera pratiquement le chaos de Barkhane. Vous comprenez ces affirmations. Il y a même un chef de la zone du Sahel qui s'est même voulu assez pessimiste. Je ne vais pas citer le nom. Moi, je connais son nom, c'est M. Bazoum. Donc, même sans citer son nom, tout le monde avait compris. Bon, d'abord, je ce que Yamb a dit. Si vous demandez, vous cherchez à trouver une voix qui va dire quelque chose de positif sur la présence. Aucun panafricain. On est d'accord, mais même le téléspectateur, je dis, hein. Les gens comprennent ce qui se passe sur le terrain. Non, on vous comprend. C'est mon... Mais, non. Yamb, même Issa Diawara qui est là-bas, pour Dassé et les téléspectateurs, pour peu qu'ils soient panafricains. Personne ne vous dira ce positif. Aucun. Vous allez chercher, personne ne dira ça. Personne. Si quelqu'un le dit, on sait tout de suite qu'il n'est pas panafricain. C'est pas parce qu'on va dire qu'il y a eu travail, il y a quelque chose de positif qu'on n'est pas panafricaniste. Si. On ne peut pas le dire, je explique quoi. Allez-y. Yamba dit, mais il faut que je répète aussi. Je dis ça, c'est possible. D'abord, on parle bien de Barkhane, hein, parce que c'est la colonisation, c'est négatif. Tout à fait. Bon, l'esclavage, n'en parlons pas. Un, n'oubliez pas que toutes ces choses-là sont des conséquences, un, de l'esclavage, du colonialisme, et il a parlé du néocolonialisme qui a cours. Bon, rien. Premier argument. Deux arguments. La France est invitée Mali en 2012. Jamais les autorités maliennes l'ont dit. Ils n'ont jamais été invités. Ils ont forcé la main à Djonkunda Traoré. Soi-disant, il aurait écrit une lettre. Même dans cette lettre, il n'était pas question d'une opération terrestre. Il était question d'un appui aérien. Et l'appui aérien est passé à opération terrestre jusqu'à rester au Mali pendant 9 ans. De 2012 à 2021. 22 même si on peut m'arrondir. Puisque il y a 2 jours qu'il a mis terme. Il a dit, hein, c'est faux, mais bon. Donc, ils sont restés aussi longtemps. Et le bilan, le bilan permet de répondre à la question. Si le bilan est positif, on aura du mal à dire qu'il n'y avait rien de bon. Mais le bilan est totalement négatif. Ça commence à s'arranger un peu au Mali parce que les Maliens ont pris les choses en main. Et qu'ils ont trouvé maintenant un bon partenaire. En l'occurrence, la Russie, mais avec la France. Tu viens là sur les exemples pour sauver les Maliens. Mettons même. Admettons. Mais, de juste le nord qui est occupé. Je vous donne les régions qui étaient occupées au Mali. C'était Kidal et Gao. Un point très. La frontière terroriste, parce que c'est pas djihadiste, on est d'accord, terroriste,
s'arrêtait à Hombori. Hombori, pas plus. Là, il y a la main de Fatima. Hombori. Or, une fois que Barkhane s'installe, il y a eu Serval, 1 an et demi après, il y a Barkhane. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un autre front qui s'ouvre dans le Massina. Massina, c'est le centre du Mali. D'abord, il y a commence à avoir des conflits entre Maliens, les Dogons et les Peuls. Rien que ça, déjà, veut dire manipulation extérieure. Vous savez pourquoi? Non, professeur. Parce que le Dogon et le Peul, il y a ce qu'on appelle le Salankou au Mali. La parenté à plaisanterie. Les Dogons et les Peuls sont des parents, dont en aucune façon ne peut se faire la guerre. Il ne devrait pas. Dans le cas du Salankou, quelque chose qui est vu depuis l'Empire du Mali. Hein. Tous ces peuples sont dans le Salankou, y compris les Tamasheks, là. Ça sont des Touaregs. Les Maliens disent Tamasheks. Même les Tamasheks sont dans le Cognac. Okay? Il y a une relation des Tamasheks et les Sonrailles. Et même les Peuls. Donc, ça n'aurait jamais dû faire. Or, ça s'est fait. Il y a eu des massacres atroces entre Peuls et Dogon. Or, les Français étaient là. Donc, maintenant, s'installe un front djihadiste terroriste au Massina. Donc, maintenant, nous sommes là, carrément. On a dépassé Douanza. On est maintenant à Mopti, Sévaré, le centre du Mali. Djenné même, le centre du Mali. Parce que Djenné, c'est le Massina. À 2 pierres de Ségou, il y a même eu une présence terroriste à Ségou. Mais la France était là, avec plus de moyens que jamais. Donc, qu'est-ce qui était positif? On a que les gens, le terrorisme s'accentue et gagne 80% du territoire. C'est ça qui est positif. On va dire merci. Mort, c'est ça la France. Mais Yamba dit, s'il n'était pas venu, est-ce qu'il serait mort? Il ne serait pas mort. Et puis tout ça n'est pas gratuit. Les Français font payer le Mali pour leur présence. Hein? Ça se chiffre en milliards de francs CFA par mois. Toi qui es étudiant là, géopolitique, tous ces hauts là. Ce n'est pas des milliards de francs CFA par mois. Chaque intervention, il disait qu'il dépense 4 millions d'euros. Voilà. Et sans compter la simple présence. Tout à fait. C'est gratuit. Parce qu'ils n'ont pas comme si c'était venu. Ils sont comptés que c'est eux qui manipulent. Il n'y a rien de positif. Si c'est positif, hein, écoutez, si c'est positif. Quand on te dit de partir, tu fais quoi? Tu t'en vas. Tu ne t'accroches pas. Si celui qui t'a appelé, puis c'est celui qui t'a appelé, il te dit maintenant de partir. Et que vraiment, tu as perdu quelque chose. Mais tu t'en vas. Or, il s'accroche parce qu'il y a un intérêt. Voilà. On va aller très rapidement parce que il nous reste encore la deuxième thématique de cette émission. Alors, Jonathan Batengene, alors cette fin de mission de Barkhane dans le Sahel, vous l'avez dit, c'est ce que vous pensez sur le plateau, pratiquement orchestré par les Africains. Arrive au moment où le Mali, et tout comme le Burkina Faso, semble avoir pris pratiquement leur destin en main pour mener seul le combat contre les mercenaires. Voilà, ce sont vos propos, pendant que d'autres appellent les djihadistes, docteur Yamtimba. Alors, moi, la question que je voudrais vous poser sur ce plateau, sur quoi repose réellement la volonté et la détermination malienne aujourd'hui, et même du Burkina Faso, à affronter l'insécurité terroriste, surtout qu'on soupçonne derrière ces mercenaires ou terroristes une collusion avec des puissances étrangères. D'abord, il fallait saluer, parce que notre frère Diawara n'arrive pas à se connecter pour des raisons un peu bizarres. Il nous dit que nous espérons que d'ici dans le réseau domestique, ça fonctionne bien, mais dès qu'il se met dans le Zoom avec Afrique Média, la connexion prend. Nous pensons que d'ici, nous espérons que ce n'est pas un sabotage intentionnel. Nous allons la voir. De ceux qui ne veulent pas le voir encore déverser quelques foudres contre nos adversaires. Nous saluons, disons courage notre frère Diawara. Il a promis revenir et nous savons que tous les panafricanistes l'attendent. Donc pour revenir à cette question, les Maliens, ce n'est pas une bravade, ce n'est même pas un exploit, c'est un acte normal de la vie d'un pays. Il s'agit de la souveraineté nationale. C'est ce principe, ce petit principe qui est
répéter aux étudiants en sciences politiques, on leur dit un État est souverain, la souveraineté du peuple, la souveraineté politique, la souveraineté. Quand nous avons accédé à ce qu'ils ont appelé les indépendances formelles, pour emprunter à Issa Diawara un mot qui est une expression qui est tout à fait descriptive de la situation. Quand nous avons accédé aux indépendances, le principe qui est consubstantiel de la notion d'indépendance, c'est souveraineté. Quand vous êtes indépendant, vous êtes souverain. Et quand vous êtes souverain, vous décidez vous-même de comment est-ce que vous comptez mener les choses, que ce soit économiquement, politiquement, culturellement, militairement, et dans tous les autres domaines. Donc les Maliens comptent d'abord sur leur souveraineté. C'est le premier principe. Ils comptent ensuite sur le fait qu'ils ont une population, et les gens doivent le savoir, une population qui veut survivre sur son territoire, qui aime son territoire, qui sait que son avenir se joue sur ce territoire. Cet ancrage territorial du peuple fait qu'il n'est pas prêt à céder ce territoire à une bande de mercenaires soudoyés par les juntes étrangères, dont la junte française. C'est un gage fort. Vous savez, les guerres ne sont pas gagnées simplement par les moyens purement techniques, même si les moyens techniques comptent. Les guerres sont aussi gagnées, et quand vous regardez la guerre du Vietnam, notamment l'Indochine, comme ça s'appelait, il y a l'adhésion des populations. L'adhésion des populations. Quand les populations adhèrent au combat, même si l'adversaire est parfois technologiquement avancé, vous parvenez à la victoire. La preuve, l'Indochine, le Vietnam, l'Indochine française, le Vietnam états-unien, et puis dernièrement, l'Afghanistan et les États-Unis. Les Maliens ont tous les mécanismes qu'il leur faut. On a vu l'appel de ces leaders de communautés touareg qui appellent les populations maintenant à venir défendre l'intégrité territoriale, l'intégrité nationale. Ce sentiment de pleine adhésion à un pays, cette volonté de se mettre ensemble pour se battre pour ce territoire, ça, c'est un atout. C'est ce que n'avaient pas les autres. Même Atité à son époque n'avait pas ça. Amadou Toumani Touré. Parce que Amadou Toumani Touré avait une paix des braves. C'est-à-dire, on ne s'aime pas, mais on est quand même là. On sait qu'à tout moment, ça peut capoter. Il y avait d'ailleurs l'accord de 1956, cette affaire de lettre là, qui ne faisait qu'être, qui était dormante. 1958, cette lettre était toujours dormante. Et elle pouvait être brandie à tout moment. La question de la Zawad était rampante sous Amadou Toumani Touré. Or, aujourd'hui, avec l'adhésion populaire, le fait que le peuple malien se soit mis comme un seul pour défendre sa souveraineté, on a un nouveau mécanisme qui est actionné, le patriotisme. Un sentiment fort et de fierté d'appartenance à la même nation. Voilà. Et on sort de l'État dans sa forme néocoloniale. Parce que l'État dans sa forme néocoloniale est un État artificiel qui ne réussit pas à construire le ciment entre les communautés, d'où l'embryon des conflits intracommunautaires ou intercommunautaires, et on rentre véritablement dans la construction d'une nation, la nation malienne. Et quand vous regardez l'histoire des peuples dans le monde, les guerres comme celle-là ont façonné des grandes nations. Les Maliens sont en train de construire leur nation, et ce processus qui est en train de prendre corps dans cette guerre contre les mercenaires venus d'ailleurs, contre les puissances étrangères qui avaient voulu garder une domination sur le Mali. C'est ça la force des Maliens. Et en plus, les Maliens ont su, dans l'exercice de leur souveraineté, s'attirer les bons partenaires. Les partenaires qui peuvent véritablement les aider dans la montée en puissance, notamment la Russie. Merci beaucoup. Alors, Issa Diawara, est-ce que Issa Diawara est revenu? Toujours pas. Alors, nous allons donc conclure cette émission
je crois, cette première partie de cette émission. Alors, docteur Yam Timba, le président français, a dit, a fait savoir que la nouvelle stratégie militaire de la France sur le continent africain pourrait intervenir d'ici les 6 prochains mois. Vous, concrètement, qu'est-ce que vous en attendez vraiment en termes de conclusion? Qu'est-ce que pour vous, ça suscite quoi comme réflexion? Rien du tout. Avec un peu de chance, un petit sourire en coin, mais sans plus. Il y a quelque chose... il y a quelque chose d'assez bizarre chez les gens qui vous font du mal. Ils ont tendance à trop souvent parler de vous, à passer leur temps à parler de vous, au point que vous qui subissez leur domination, leur spoliation, leur pillage et leur violence, leur brutalité, vous vous demandez, mais est-ce qu'ils n'ont rien d'autre à faire? Là, on a un sérieux problème en Europe et la France a un sérieux problème en Ukraine. Je crois qu'il devrait consacrer du temps, des ressources et à s'occuper de ça. Parce que l'Afrique aujourd'hui, toute stratégie militaire de quelque puissance que ce soit sur l'Afrique ne sera qu'une stratégie militaire structurée avec les Africains et suivie, exécutée et suivie avec les Africains. Merci beaucoup. Nestor Podacé. Alors, Nestor Podacé. Nestor n'est pas avec nous. Je suis là, je suis là. Allô? Je ne vous reçois pas. Allô, Nestor? Oui, je vous reçois maintenant, allez-y. Alors, la question que je vous pose, peut-être 2 ou 3 mots. Alors, la nouvelle stratégie militaire de la France est annoncée, le président français l'a dit, d'ici les 6 prochains mois. Pour vous, quelle réaction? Nous, notre réaction, elle ne change pas, elle ne varie pas. La France doit plier ses bagages militaires au Burkina Faso et du Sahel et de l'Afrique en général, c'est tout. Nous n'avons plus besoin d'assistance, nous avons grandi. Dans la vie, quand tu es un père de famille et que tu mets ton enfant au monde, et que l'enfant grandit, l'enfant commence à travailler, il se marie, normalement il doit se prendre en charge. Il doit plus être pris en charge par un papa. Donc, ce comportement paternaliste de la France, nous en avons assez. La France peut rentrer ses ailes comme ça, nous pouvons nous débrouiller nous-mêmes. Nous n'avons pas besoin d'assistance d'un père qui se dit qu'il vous aime, alors qu'en réalité c'est votre ennemi juré. C'est parce que le bon Dieu est avec vous, sinon s'il vous gagne, il va vous manger cru. Nous n'avons plus besoin de cette assistance-là. Macron doit partir. Et tout dirigeant qui s'inscrira dans cette logique et aux France qui seront tous humiliés. Parce que quand le baraka te dit t'as laissé, t'as laissé. La France ne fait plus rien encore. C'est mieux pour eux de rentrer, c'est mieux. Sinon la colère du peuple va se faire sentir. Et la France ne dira pas le contraire. À partir du 30 et 1er octobre au Burkina Faso, 30 septembre et 1er octobre au Burkina, la France a vu ce que le peuple a démontré de quoi nous sommes capables au Burkina Faso. De quoi le peuple burkinabé est capable. Donc, c'est pour leur dire que la récréation est terminée, leur départ est signé. Cette nouvelle opération qu'ils lancent, ça c'est pour chatouiller et puis sourire soi-même. Sinon, nous, ça nous fait ni chaud ni froid. Notre gamme reste la même chose. Je vous ai dit, même au Burkina aujourd'hui, il y a une manifestation pour demander à la France de partir. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Vous comprenez? Voilà, donc c'est ça que je voulais vous faire comprendre. Que tant que la France ne va pas quitter au Burkina, nous ils n'auront pas la paix. Voilà, ici, nous, on a décidé, on ne rentre plus jusqu'à ce que la France quitte. Donc, la pression ne fait que monter crescendo. Donc, la France doit partir, c'est tout. Les militaires doivent quitter chez nous. S'ils le veulent ou pas, on a besoin d'eux en Ukraine actuellement. Donc, allez aider les comédiens à jouer les comédies clubs. On n'a pas besoin d'eux ici en Afrique. Merci. Podacé, leader panafricaniste qui vous intervenez
depuis le Burkina Faso. Madame, Messieurs, merci pour votre bienveillante attention. Nous vous retrouvons dans une poussière de secondes pour la suite de cette émission. Professeur, je vous donne la parole. Merci. Oui. Je voulais dire que, à savoir, est-ce qu'il y a même quelque chose de positif? Les Africains, eux, ont vraiment aidé la France et ont libéré la France. On sait, c'est parti de Douala, tout ça là. Mais le camp de Charoy, qu'est-ce qu'on a ramassé? Ils ont massacré les Africains. Les Africains ont aidé à construire la France. Or, chaque jour, moi j'ai vécu là-bas. On a encore des nôtres là-bas. Ils parlent des immigrés, rentrez chez vous, tout et tout. Mais on a aidé à construire leur pays. Est-ce qu'ils reconnaissent qu'on a aidé à construire leur pays? Et vous voulez qu'on dise ici qu'il y a quelque chose de bon quelque part, alors que nous, on n'a invité personne. Eux, ils se sont auto-invités, ils nous ont esclavagisés, colonisés, néocolonisés, mis la monnaie nazie, exploités comme chair à canon. Et après, ils nous ont massacré au Tcharoy juste parce qu'on demande ses droits. Donc, on n'a pas voulu y aller. Ils nous ont trompés. Allez, venez, dès que vous allez lutter, l'indépendance est acquise et tout et tout. Attendez, eux, ils viennent ici, on ne les a pas invités. Donc, il n'y a rien de positif. D'accord. Ni dans l'esclavage, ni dans la colonisation, ni dans l'opération Barkhane. C'est entendu, vrai, professeur. ça se saurait. Or, ce n'est pas vrai. Donc, ça ne se sait pas. Merci beaucoup, professeur. C'est Macron, entendu. d'ailleurs, non, Macron a commencé ce soir. Oui. Il a invité les gens pour la paix, là. Il n'a que 3 imbéciles. Non, j'enlève tout de suite. J'en ai reproché. Il n'y a que 3 Africains, 3 présidents africains. Je corrige, je me suis corrigé. D'accord. Heureusement que vous l'avez fait. Oui, je me suis rattrapé au vol. Très bien. Voilà. Merci il n'y a que beaucoup. 3 présidents africains, je l'ai cité. Ambalo, on sait déjà qui c'est. Georges Weah. Et le président du Comore. Le Comore, c'est la plus petite île à côté de Madagascar. Bon, enfin, c'est un archipel. Mais c'est tout. Les autres chefs d'État, pas qu'il y en avait 11 années dernière. Il n'y en a que 3 maintenant, africains. Il y a des autres, mais pas les Africains. Parce que même Ouattara, d'abord là, son siège à surveiller, il est. Je veux dire que si vraiment la France faisait des choses positives, ce serait le succès. On passerait de 11 à 23. Ce qui a d'ailleurs amené un journal là, sur le continent africain à titrer les dirigeants africains pour le forum sur la paix d'Emmanuel Macron. Mesdames, Messieurs, nous proposons de prendre avec nous cette petite pause. On se retrouve pour la suite de cette émission.